Et je vous propose de passer au deuxième atelier. Donc, avec la présence de 2 députés, que nous remercions de leur venue et de leur participation, sur un atelier dont la thématique, Jean-Marc, dont la thématique est concrètement d'un point de vue réglementation, d'un point de vue évolution, d'un point de vue texte, nous en sommes où? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le sport d'entreprise? Donc il y a énormément de rapports. Ça, je crois que c'est une particularité. Dans les 5 dernières années, voire même dans les 3 dernières années, il y a beaucoup de rapports qui ont été produits sur la pratique du sport. Les Jeux, le président de la République a évoqué effectivement la nécessité d'utiliser les Jeux pour faire de la France une nation sportive. Donc nous allons faire le point là-dessus. Donc avec Maude Petit, qui est députée de la 4e circonscription du Val-de-Marne, où j'ai habité très longtemps d'ailleurs, coprésidente du groupe d'études droits des enfants et protection de la jeunesse, membre du groupe de travail sur les Jeux Olympiques, et comme l'a dit la ministre des Sports récemment, en charge d'une mission sur le sport d'entreprise ou en entreprise. On verra. Donc, il nous fera un peu le point, en particulier sur un certain nombre de propositions qu'elle a faites dans le cadre, je crois, du débat sur la loi sur la démocratisation du sport. Jean-Marc Zulesi, le local de l'étape, le 2e local de l'étape, qui, au-delà d'être un sportif accompli, est député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui a un certain nombre de missions, mais qui est en charge également d'une mission, dont les conclusions doivent être rendues également rapidement, je crois, sur les mobilités actives contre la perte d'autonomie, et qui est également signataire d'un rapport qui avait été remis par Cédric Roussel, que je prie d'excuser, puisqu'il a eu une contrainte de dernière minute qui l'a empêché de venir. Donc un rapport qui a été remis au Premier ministre, dans lequel il était détaillé 50 mesures pour développer la pratique du sport, dont des mesures qui concernent le sport d'entreprise. Donc je vais passer tout de suite la parole à Maude Petit pour qu'elle nous dise un peu quelle est sa vision effectivement de la pratique du sport dans l'entreprise. Pourquoi une mission que la ministre a présentée? Quels sont les enjeux? Et je pense aussi intéressant qu'elle nous dise quelques mots sur sa proposition de création d'un ticket sport, au même titre que le ticket restaurant, qui a été rejeté, mais je crois rejeté pour faute de temps, mais vous allez en parler. Maude, je vous en prie. Bien, avant tout, vous dire combien je suis heureuse d'être parmi vous ce matin, dans un complexe magnifique que j'aurais voulu avoir ailleurs, dans le Val-de-Marne. Vous remercier sincèrement pour cette invitation qui tombe à point nommé, puisque, comme vous l'avez déjà indiqué, je suis missionnée donc par le Premier ministre et par la ministre des Sports, avec ma collègue Aude Amadou, sur une mission assez particulière qui nous tient à cœur, qui est, alors je ne vais pas dire exactement le sport en entreprise, je vais élargir un petit peu, c'est plutôt la notion d'activité physique et sportive dans le monde professionnel. Et pourquoi le monde professionnel? Parce que, bien évidemment, les activités ne se font pas uniquement dans le domaine du privé, en entreprise, mais se font aussi, bien évidemment, dans toute la sphère administrative de l'État, des collectivités territoriales, etc. Donc on pense très large à toutes les activités physiques qui pourront être amenées à se développer dans le monde du travail. Voilà. Alors oui, vous le savez tous, le gouvernement a en tête un chiffre très précis, amener 3 millions de Français supplémentaires à la pratique sportive, parce que nous sommes dans une perspective qui arrive rapidement, celle de 2024, avec les Jeux Olympiques qui seront donc réalisés dans notre belle patrie, la France. Voilà. Le monde du travail, c'est un vivier exceptionnel pour pouvoir attirer et intégrer des personnes, bien évidemment, supplémentaires dans une activité physique et sportive. Donc il y a cet enjeu en perspective. En parallèle, vous savez donc que nous avons commencé à travailler à l'Assemblée nationale sur plusieurs textes, des propositions de loi notamment, et une proposition de loi qui était en séance début de l'année, puisque c'était en mars 2021 que nous avons commencé à travailler sur le sujet, qui est la proposition de loi sur la démocratisation du sport en France.
Et par ce canal, par cet outil législatif, on a eu donc déjà de belles avancées. Vous savez qu'on va pouvoir mettre à disposition de la pratique du plus grand nombre les outils qui sont, les infrastructures qui sont dans les établissements scolaires, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, j'ai à titre personnel pu faire avancer certains sujets, justement, notamment sur le sport et la santé. Alors, il faut savoir, pour mettre un petit peu dans le contexte, que j'ai été missionnée il y a 2 ans déjà par la délégation Outre-mer, puisque je suis aussi vice-présidente de la délégation Outre-mer, pour un rapport sur le sport et la santé en Outre-mer. Bien évidemment, vous vous doutez que ce qui est valable en Outre-mer l'est aussi en Hexagone. Voilà. Donc, dans le cadre de ce rapport, je m'étais déplacée en Polynésie. J'avais observé un petit peu les pratiques qui étaient mises en place pour lutter notamment contre l'obésité, qui est très importante en Outre-mer, en particulier en Polynésie. On avait noté quelques points relativement intéressants. Et quand on travaille sur des rapports, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser les préconisations qui sont faites dans ces rapports et puis les concrétiser en les faisant passer dans des textes, voilà, dans des textes de loi, projets ou propositions de loi. Et donc, il y avait un sujet en particulier sur l'extension de l'ordonnance donc de la pratique sportive que j'ai réussi à faire passer. Et à partir de maintenant, une fois que le texte sera adopté définitivement, bien évidemment, on aura la possibilité de prescrire du sport sur ordonnance pour beaucoup plus de pathologies qu'avant, donc notamment pour des cas d'obésité, d'hypertension, etc. Et une prescription qui se fera par plus de professionnels que ce qui était possible aujourd'hui. Donc ça, c'est une grosse victoire déjà, qui permet de mettre un pied justement dans la santé par l'utilisation du sport et d'une activité physique. Et puis, toujours dans le cadre de ce rapport sur le sport-santé en Outre-mer, nous avions évoqué la possibilité d'utiliser un titre sport, mais c'est vraiment à l'état d'une réflexion, simplement un titre sport qui serait mis à disposition donc, des salariés en entreprise pour accéder au sport. Dans mon imagination, en fait, je me disais que ce titre sport pourrait permettre à certaines personnes d'aller assister déjà dans un premier temps à des compétitions sportives, puisqu'on sait que souvent, quand on assiste à de la pratique du judo, à des grandes compétitions, souvent on a l'envie, ou les enfants de la famille par exemple, ont l'envie de se mettre à la pratique. Donc j'avais ça dans la réflexion, et puis bien évidemment de se dire que ce titre sport, qui serait mis à disposition donc, dans les entreprises, permettrait donc à des salariés qui en sont relativement éloignés de pouvoir mettre un pied dans l'activité physique et sportive. J'ai précisé à l'instant les personnes qui en sont éloignées, parce que souvent vous avez les chefs d'entreprise qui sont bien plus souvent à titre personnel et individuel en pratique sportive, dans un club, qui pratiquent des activités régulièrement, et puis vous avez tout un pan de salariés qui en sont relativement éloignés. Et ce sont ces personnes-là vers lesquelles on vise d'aller avec ce titre sport. Alors comme je vous disais, bien évidemment, c'est en réflexion uniquement. Et ce titre sport, nous l'avions proposé avec ma collègue Aude Amadou aussi, en séance sur le texte démocratisation du sport en France. Il n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que nous étions parfaitement conscientes au moment où nous avons proposé ces amendements-là en séance qu'il fallait pousser la réflexion pour savoir comment mettre en place ce titre sport, s'il était vraiment indispensable et nécessaire, utile, si ça pouvait être donc un outil supplémentaire pour amener vers la pratique sportive en entreprise. Donc il y a une réflexion à faire. Et c'est pour ça justement que le Premier ministre et la ministre des Sports nous ont proposé donc une mission gouvernementale avec une échéance. Alors normalement c'était au 31 décembre, mais je pense que l'échéance sera rapportée au 31 janvier l'année prochaine, pour savoir si le titre sport peut être viable, comment on peut le développer, mais au-delà du titre sport, voir tous les outils qui peuvent être mis en place pour cette réflexion sur l'attirance des Français vers le sport et l'activité physique en entreprise. Voilà, donc nous sommes au balbutiement, au tout début de cette mission. Nous avons auditionné déjà des membres éminents de la FSSE la semaine dernière. Les auditions se mettent en place progressivement, mais ce que je comprends, c'est que les réflexions sont menées depuis déjà de nombreuses années,
Pas uniquement d'ailleurs des réflexions, puisqu'il y a des pratiques qui sont mises en place au fur et à mesure dans les entreprises. Et je suis venue ici aussi pour me nourrir de vos réflexions et de vos expériences. Donc, je suis venue accompagner avec ma collaboratrice Joy qui est ici présente, avec une inspectrice générale aussi du ministère des Sports, Christine, et nous écoutons vos expériences parce que ça va nourrir notre réflexion justement sur comment faire en fait pour attirer les Français qui sont en entreprise vers la pratique d'une activité physique et sportive. Donc je vous remercie infiniment pour les premiers mots que vous avez posés, pour les réflexions qui ont été menées jusqu'à présent. Vous pouvez m'interroger, je vais vous répondre et moi aussi je vais continuer à écouter en fait ce que vous proposez. Et puis bien évidemment, il y a aussi mes collègues qui ont eu une réflexion très poussée puisque ça a donné lieu à un rapport sur le sport dans le monde de l'entreprise. Et donc je vais laisser la parole à mon collègue maintenant pour qu'il... si vous le voulez bien, qu'ils puissent détailler un petit peu ce qu'ils ont fait, parce que je vais me nourrir de ça aussi, enfin nous nourrir de tout ça aussi, pour faire une belle proposition plus tard au Premier ministre et à la ministre des Sports. On va passer la parole à... D'ailleurs, dans les 50 mesures, je crois me souvenir qu'il y avait quelque chose du type faire rembourser les licences par le comité d'entreprise. Il y avait quelque chose comme ça qui n'est pas très éloigné de la proposition de titre sport que vous avez formulée. Jean-Marc Zulesi, peut-être une autre facette du sport ou... Oui, alors avant tout, je souhaiterais vous remercier pour l'invitation. Excusez aussi mon collègue Roussel qui n'a pas pu venir. Vous savez qu'il est très engagé sur ces sujets. Et donc c'est notamment avec lui que nous avons souhaité, avec d'autres parlementaires, au lendemain de cette crise sanitaire, ou même pendant cette crise sanitaire, travailler sur ces mesures. Ces mesures, elles viennent du terrain. Et donc, permettez-moi aussi de saluer la présence de l'élu au sport à Salon de Provence, M. Béliard, puisqu'il a participé à ces propositions, puisque grâce à lui, on avait notamment organisé une rencontre avec les acteurs du monde associatif de Salon de Provence. Et ces acteurs-là ont participé à la mise en place de ces 50 propositions. Alors, pas de souci, je ne vais pas rentrer dans le détail des 50 propositions. En revanche, ces 50 propositions, elles ont permis, dans un premier temps, d'alimenter ce qu'on appelait le plan de relance. Comment est-ce qu'on arrive, par le sport, à faire de la relance économique, alors où on avait près de 17 millions de licenciés, 360 000 clubs qui étaient directement engagés sur le sport, clubs et associations, bien entendu. Et donc, dans cette partie relance, c'est ce qui a nourri notre réflexion autour ce qu'on appelait le passeport. À l'époque, on appelait ça le chèque sport, les fameux 50 € qui sont là réservés à une partie de la société qui n'a peut-être pas les moyens de se payer, en particulier pour leurs enfants, une licence. Donc 50 €, c'est souvent l'occasion de financer tout partie d'une licence, jusqu'à 50% des fois de la licence. C'est quelque chose qui a marché, je le dis. Moi, j'ai plutôt de bons retours, notamment sur ma circonscription, sur le déploiement de ce chèque. Dans cette volonté de relance, il y a aussi, vous le savez, une volonté d'augmenter ce qu'on appelait le Fonds de développement de la vie associative, le FDVA, qui a remplacé la réserve parlementaire. Ça, en tant que parlementaire, et je crois que tu pourras peut-être abonder dans ce sens, nous avons besoin d'augmenter ce Fonds de développement de la vie associative parce que ça participe au financement, ça participe à des projets de territoire et c'est essentiel de le mettre en avant. Et puis, dans une autre mesure, on a aussi d'autres piliers dans ces 50 propositions. Deuxième pilier, c'est le sujet de faire connaître les bienfaits du sport et de l'ouvrir au plus grand nombre. Faire connaître, c'est avoir conscience aussi de l'état de nos infrastructures. On a été très étonnés de constater que nous n'avions pas une cartographie très précise de nos infrastructures sportives et de l'état de ces infrastructures, d'où la nécessité d'avoir cette cartographie et de mettre des moyens. C'est la raison pour laquelle, notamment dans le cadre de ce plan de relance, on a souhaité, pour préparer les JO, mettre des moyens dans la rénovation, dans la modernisation de ces infrastructures, parce qu'il faut le dire, toutes les villes, toutes les communes n'ont pas la chance d'avoir l'infrastructure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et si nous voulons avoir des JO qui soient les plus pertinents, eh bien, il faut avoir justement des infrastructures et des infrastructures de qualité. Le deuxième sujet, autour de justement de ce deuxième pilier de faire connaître le sport, c'est de pouvoir évaluer
de pouvoir véritablement mettre en avant en quoi est-ce que le sport a des bienfaits. Alors là, on est tous convaincus autour de cette table des bienfaits du sport, mais je pense que cela mérite de l'objectiver, d'y mettre des chiffres derrière, et d'autant plus quand on voit les compétences que nous avons en France, notamment dans nos universités. Nous avons des chercheurs de grande qualité qui travaillent sur ces sujets-là, et l'ensemble de ces recherches, à mon sens, doivent être démocratisées. C'était l'objectif aussi développé dans ce rapport. Le troisième sujet, c'est de pouvoir travailler sur l'ouverture du sport, et en particulier sur une initiative qui marche très bien, mais qui mérite d'être développée, c'est le sport pour tous, le sport sur ordonnance. On a de belles initiatives dans les Bouches-du-Rhône qui se déploient, mais qui méritent justement d'être connues et développées. Dans cette volonté d'associer un maximum de personnes dans justement cette dynamique autour du sport, on a l'intime conviction qu'il faut s'y prendre dès le plus jeune âge. Et ça passe par l'école. Et donc on a porté cette proposition d'ouvrir peut-être avec beaucoup plus d'ambition, en rajoutant notamment des heures dès le plus jeune âge sur la pratique du sport. C'est quelque chose qui est très important parce que pour beaucoup, c'est l'occasion de tester un sport et par la suite d'aller dans les associations sportives qu'il y a dans les différentes communes. Et puis enfin, le dernier pilier, c'est le sport et l'innovation, parce que là aussi, on a la chance d'avoir un écosystème, des entreprises, des startups, et donc on a souhaité faire la proposition comme on a la French Tech, on a une French Tech culture, notamment du côté d'Avignon, qui avait été lancée par Jean-François Césarini. Pourquoi pas créer une French Tech sport autour des entreprises, des startups qui sont là pour innover et pour aussi démocratiser le sport. On aura peut-être l'occasion après d'en parler. Mais si on revient sur la notion de sport, vous voulez réagir ? Allez-y. Non, mais c'est juste par rapport à ce que vous évoquiez sur le sport sur ordonnance, la possibilité qu'il y a maintenant, qu'il y aura, que les médecins puissent prescrire de façon plus... Est-ce qu'on peut imaginer que la médecine du travail puisse le faire par rapport aux salariés ? Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra absolument utiliser, bien évidemment. Il faut intégrer en fait la médecine du travail à toute cette réflexion-là, oui, tout à fait. Je pense que ça fera partie. Je voulais, si vous permettez, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, mais préciser un petit peu mes propos et puis probablement aussi un peu la mission, l'axe que nous allons nous donner. On a tous compris, et Jean-Marc l'a rappelé à l'instant, tout l'intérêt qu'il y a à une pratique d'activité physique et sportive en entreprise. Ça, on en a entendu encore tout à l'heure rappeler les bienfaits, la ministre l'a fait aussi. C'est tout bénéfice en fait pour le chef d'entreprise, c'est tout bénéfice pour le collaborateur, le salarié. Et c'est l'ancienne RH qui le dit. Donc, il y a des bienfaits, bien évidemment, mais peut-être qu'il faut donc aller développer les outils et puis bien évidemment cibler les freins. Voilà. Et donc, si je retiens deux choses, évidemment, les plus importantes, je crois, dans cette mission, et de ce que j'ai entendu depuis ce matin et lors de nos auditions la semaine dernière, il y a des outils à développer, et puis il y a des freins à contourner. Voilà. Et donc, les outils, lesquels sont-ils ? Vous avez le pas à pas, bien évidemment, qui est mis en place par... le ministère des Sports. J'ai entendu parler d'ergonomie aussi tout à l'heure, bien évidemment avec les scientifiques, avec la recherche et développement en entreprise, les ressources humaines. Il y a l'adaptation donc du poste de travail en fonction du collaborateur et des tâches qui lui sont demandées. Donc l'ergonomie est relativement importante. Il y a une notion de référent aussi. Tout à l'heure, vous disiez la difficulté à trouver quelqu'un qui puisse s'occuper d'organiser les activités sportives, d'aller les trouver, de trouver les locaux, etc. Donc il y a ça aussi à développer énormément. Et le référent, il faut qu'il soit en visibilité, il faut savoir qui c'est, donc qui sera référent, comment sera-t-il visible, comment pourra-t-il communiquer vis-à-vis de ses collègues,
Comment sera-t-il reconnu aussi? Parce que je pense qu'il y a une notion, une réflexion à intégrer aussi, c'est la reconnaissance de celui qui va prendre en charge cette activité, qui lui prendra de son temps de travail, etc. Donc il y a une reconnaissance à faire, peut-être comme on le fait un petit peu pour les tuteurs en entreprise aujourd'hui, peut-être par une prime régulièrement, ou bien une reconnaissance de son activité, voilà. Des moyens à lui donner, bien évidemment. Et puis pour tout ce qui est frein, bien évidemment, vous avez accentué beaucoup la difficulté peut-être pour les PME et les TPE à avoir ces référents-là, avoir les moyens et les outils. Un frein important en entreprise aussi, c'est un frein physique, ce sont les locaux. Vous n'avez pas tous la possibilité d'avoir déjà les vestiaires, par exemple, d'avoir une salle à mettre à disposition des collaborateurs. Donc il y a une réflexion à savoir comment trouver ces salles-là. Est-ce qu'elles sont en entreprise ou est-ce qu'elles doivent être trouvées à l'extérieur? Et s'il faut les trouver à l'extérieur, il faut donc une collaboration avec des associations, des clubs sportifs et aussi les collectivités territoriales que je voudrais rajouter absolument. Et on voit un bel exemple ici à Miramas avec le travail qui est fait par la municipalité justement. Donc les collectivités territoriales ont toute leur place à prendre, les municipalités en premier lieu puisque ce sont celles qui sont vraiment de proximité, à portée de sourire, à portée de baffe, et à portée aussi de la pratique sportive, qui pourront, tu l'as dit tout à l'heure, on manque de cartographie, cibler à travers du numérique peut-être, les outils numériques qui marchent souvent très bien, mais pas toujours, mais cibler donc les lieux, la topologie des lieux de pratique sportive. Donc il y a une collaboration à faire de façon très large pour travailler sur les outils et travailler sur les freins. Et puis un dernier frein à évoquer, parce que je sais qu'il est important, et c'est là que c'est dommage de n'avoir pas pu entendre Harmonie Mutuelle, c'est ça? Oui. Les chefs d'entreprise, les patrons sont embêtés parce que si vous avez une activité sportive en entreprise, qu'il y a un accident, puisque ça peut arriver, est-ce que c'est un accident de travail? Qui le prend en charge? Et là, c'est encore la RH qui parle, mais qui le prend en charge? Comment est-ce qu'on s'en occupe? Voilà, il y a des questions comme ça qui freinent un petit peu aussi l'envie des chefs d'entreprise d'entrer dans ces activités-là et de les proposer à leurs collaborateurs. Et il faut absolument lever ces freins et donner donc la littérature pour rassurer les chefs d'entreprise et aussi bien évidemment les salariés, hein. Leur dire vous serez pris en charge, il y a la sécurité qui sera présente, je sais comment la sécurité est prise en charge financièrement, quels référents vont s'en occuper, voilà. Ce sont les sujets donc, sur lesquels il faudra bien axer les choses, en puisant un petit peu de vos réflexions, de vos expériences, mais les outils et puis les freins, voilà. Et je pense que le problème que vous soulevez, c'est le problème de la porosité qu'il doit y avoir entre le sport et l'économie, globalement. C'est qu'aujourd'hui, on a encore une vision du sport qui est une vision que j'appelle, entre guillemets, bac à sable. C'est-à-dire, on va s'amuser, on va faire du sport. Et on n'a pas le sport intégré comme un véritable levier. Alors, un certain nombre de personnes l'ont évoqué au niveau des témoins, mais on a peu de gens encore qui utilisent le sport comme un véritable levier de développement interne dans l'entreprise, externe, etc. Je crois que ça, c'est réellement un élément important. Juste, vous évoquez l'aspect économie. Je crois que les gens on commence à prendre conscience que le sport, dans toute sa globalité, est un véritable outil de développement économique d'un territoire. C'est pour ça que les réflexions sur les sport tech, tout ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu. Peut-être juste, Jean-Marc, évoquer le forfait mobilité durable. Oui, alors ça fait partie de ces belles victoires. Lorsqu'on s'engage en politique, on s'engage avant tout pour changer les choses, du moins c'est ma conviction. Et pour tout vous dire, ce forfait mobilité durable, il a une histoire. Il a une histoire parce qu'il est né dans mes réflexions que j'avais lorsque j'étais salarié dans une magnifique société qui s'appelle Myrion Technologies à la Manon, qui avait mis en place un programme vélo-travail pour justement inciter les salariés à venir au travail en vélo. Et lorsque je travaillais à la campagne présidentielle, je m'étais dit, lorsque j'allais au final au travail en vélo, si demain je suis élu pour la députation, je travaillerai sur un forfait mobilité durable parce que j'ai senti, moi directement, en quoi est-ce que le fait d'aller au travail en vélo était bénéfique.
j'arrivais zen, j'avais un sas de décompression après le travail, puisque ça me permettait de ne pas rentrer au travail en allumant ma radio, en ayant ces informations souvent anxiogènes, d'avoir une bulle de décompression. Disons-le, on vit dans un cadre qui est plutôt féerique ici dans le sud de la France, mais pouvoir voir les collines, Et puis, donc, je me suis dit, arrivé à l'Assemblée nationale, tu porteras un forfait mobilité durable. Je l'ai porté dans la loi d'orientation des mobilités lorsque j'en étais le responsable de texte. C'est passé. À l'époque, c'était 400 € par an pour venir financer justement. Alors, il y a du covoiturage aussi, mais il y a aussi le financement des mobilités actives. L'année suivante, lorsque le projet de loi de finances est arrivé, j'ai fait passer ce forfait mobilité durable de 400 à 500 €. Et là, puisque j'étais rapporteur sur le projet climat et résilience, dans la commission mixte paritaire, on s'est mis d'accord avec les sénateurs et donc j'ai fait augmenter ce forfait mobilité durable de 500 à 600 €, permettant justement de le rendre toujours plus ambitieux. La question qui se pose aujourd'hui, forcément parce que ce forfait mobilité durable, et je le dis avec beaucoup d'humilité, plaît, mais c'est qu'il reste facultatif. Donc c'est l'occasion, et merci de m'inviter parce que c'est l'occasion d'appeler les entreprises à développer ce forfait mobilité durable dans leur entreprise, mais il y a une volonté de beaucoup d'acteurs de le rendre obligatoire dans les entreprises. Je le dis, c'est pas une contrainte. Moi, j'ai voulu le laisser facultatif pour laisser la liberté aux entreprises de s'en saisir. Mais ce n'est pas une contrainte. Je suis convaincu, et j'en suis la preuve vivante, que si vous avez des salariés qui viennent en vélo au travail, ce sont des salariés qui arrivent zen, c'est des salariés qui passent peut-être un peu moins de temps en réunion, c'est des salariés qui seront peut-être un peu moins absents et surtout qui seront heureux dans le fait de venir au boulot. Et qui pourront préparer les épreuves organisées par la FFSE ou par DER Entreprises, etc. Exactement. Est-ce que vous avez des questions, Roger ? Je n'ai pas vraiment de questions, mais des précisions. Alors, deux précisions. Une première précision qui est une précision sémantique. Vous disiez tout à l'heure que quand on parlait de sport en entreprise, on évoquait les entreprises privées. Or, le sport en entreprise, ça ne concerne pas que les entreprises privées. Ça touche évidemment toutes les structures où il y a des salariés. Donc, la fonction territoriale, la fonction publique, la police, etc. Dans la deuxième précision, vous parliez également de la mise à disposition de structures sportives. Et je pense que là, on peut avoir un partenaire intéressant, qui est le partenaire qui est Landes, puisqu'on sait bien que toutes les structures sportives... Landes, oui. Puisque Précisez ce que c'est. Oui, l'Association nationale des élus du sport, on sait bien que les infrastructures sportives appartiennent aux collectivités territoriales, aux collectivités locales, et je pense qu'ils peuvent être des partenaires intéressants pour nous aider à obtenir pour les entreprises des créneaux horaires dans ces infrastructures. Voilà, merci. Oui, merci de le préciser. Effectivement, c'est très intéressant de travailler en collaboration de toute façon. Et plus on va être en interconnexion, mieux on aura les informations et plus on pourra les diffuser. Enfin, c'est l'ensemble des personnes, des acteurs intéressés, bien évidemment. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, je voudrais rebondir sur la mobilité durable, le vélo. On a essayé de mettre ça en place, enfin, on essaye toujours d'ailleurs, de le mettre en place, mais alors c'est pas directement lié à ça, c'est super ce projet, sauf qu'il faut vraiment aller encore plus loin. Alors, non pas aux 800 €, c'est même pas ça qu'on demande, mais par contre, en fait, on manque énormément, en tout cas nous, c'est le cas dans notre communauté de communes, de pistes cyclables, et on se rend compte que c'est accidentogène, enfin j'ai un taux d'accident des employés qui viennent en vélo qui est absolument, qui n'est pas concevable, même à mes yeux, même au niveau de leur sécurité, tout simplement. Bon, en plus de ça, si on rentre dans le droit du travail, vous savez aussi que quand un accident de parcours en venant au travail, ça rentre dans nos arrêts de travail, etc. Donc c'est très compliqué. Je pense que maintenant, aller plus loin sur la mobilité durable, c'est aussi prévoir ces pistes cyclables dans toutes les communes, pousser le plus possible ça. Oui, alors ça a été l'objectif, et c'est toujours l'objectif du plan vélo, de pouvoir développer ces pistes cyclables. Il y a une volonté, en fin de compte,
de pousser cette ambition au niveau des collectivités territoriales, parce que c'est enfin, en général, ce sont des départementales, donc c'est aux collectivités territoriales, aux départements de se saisir du sujet. Mais moi, je ne veux pas non plus taper sur les collectivités territoriales, parce que déployer des pistes cyclables, ça demande beaucoup d'ingénierie, je le dis. Je préfère que les collectivités territoriales prennent le temps de monter en compétence plutôt qu'elles déploient des pistes cyclables où on met simplement un coup de peinture sur le bord de la route. Donc il y a une volonté, une prise de conscience qui se fait, et moi je le vois, hein, une volonté des collectivités territoriales d'avancer sur le sujet. Il faut de l'ingénierie dans ces collectivités territoriales, et bien entendu que les moyens que l'on a mis en place autour du plan vélo doivent servir justement à alimenter cette ambition. Là où vous avez raison, et je pense que la RH qui est à ma gauche ne me contredira pas, mais il y a aussi une question de responsabilité lorsque on a des salariés qui vont en vélo et qui ont un accident lors du trajet. Donc là aussi, peut-être clarifier aussi le cadre légal de manière à ce que ça ne soit pas trop contraignant aussi vis-à-vis de l'employeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, écoutez, on va vous remercier de ces interventions qui montrent qu'on a un certain nombre de parlementaires qui se saisissent du sujet du sport. Et ça, c'est une bonne chose, je crois, qu'aujourd'hui. Merci en tout cas.